D'accord, merci. This meeting is being recorded. Ok, je vais faire rentrer tout le monde. Il y a 15 personnes. Bon, c'est bon, moi, je vais mettre en liste. Oui. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. On va attendre encore peut-être une petite minute. N'hésitez pas à vous renommer avec le nom de votre structure. On va commencer. Alors, bienvenue à ce nouveau webinaire de la communauté du satellitaire, donc Espace Territoire, qui est organisé par le ministère de la Transition écologique et le CEREMA, et qui a pour thème donc, une présentation des coûts, des bénéfices et des limites de l'utilisation des données satellitaires, avec un cas d'application très complet sur la détection des dépôts de déchets sauvages par satellite. Aujourd'hui, on aura une présentation en 3 parties. Donc, Ambre va vous faire une petite introduction. Ensuite, on aura une présentation de la plateforme développée par la société Desightech, et puis une analyse des coûts et des bénéfices. Donc, je vais vous proposer de commencer sans plus tarder. Je vais laisser la parole à Ambre Delaunay, puis après Anthony Gravine. Donc, bonjour à tous, merci d'être présents. Donc, le fil conducteur de mon stage a été de rédiger un guide sur les bénéfices et les coûts d'utilisation des données satellitaires dans le but de répondre à l'action 3 de l'objectif 1 de l'axe 1 du plan d'application satellitaire 2023-2027. Et ce guide il vise à fournir aux décideurs un panorama clair des coûts associés aux technologies de l'utilisation des données satellitaires, ainsi que des ressources disponibles et des initiatives pour favorisant l'adoption de ces données. Est-ce que tout le monde nous entend? J'ai vu qu'il y avait des personnes qui ne nous entendaient pas. Laurence, vous nous entendez dès maintenant? Très bien. OK. Du coup, j'en profite. Vous pouvez vous poser vos questions à la fin ou sinon, au fil de l'eau, dans le chat, on fera un petit temps de questions-réponses. Et Florence, je suis désolée, ça va plutôt être de son côté. Et donc, le but de ce guide, c'est de surmonter les obstacles financiers à l'adoption des données satellitaires pour les promouvoir dans les politiques publiques environnementales. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, en moyenne, un Français utilise un satellite 47 fois par jour, que ce soit dans la télécommunication, dans le positionnement avec la navigation, dans les prévisions météorologiques ou dans l'observation de la Terre. Et la moitié des variables du GIEC sont observables par satellite, donc 5 d'entre elles qui sont uniquement observables par satellite. Elles n'ont pas de possibilité d'être enregistrées depuis la Terre.
Et donc, mon rôle, ça a été de détailler les coûts associés à l'acquisition, au stockage de ces données. Et donc, pour commencer, j'ai effectué une petite revue de littérature sur les coûts et les bénéfices de l'utilisation des données satellitaires. Donc, j'ai notamment trouvé 2 études de Revalet de 2016 et de 2022 donc, qui montrent que l'utilisation des infrastructures de données géographiques a augmenté la productivité des entreprises, a réduit les coûts opérationnels et ça a également permis de réduire les coûts administratifs. Et il y a d'autres études qui montraient que les méthodes traditionnelles de collecte pouvaient être moins chères que les données satellitaires, mais ces dernières années, avec le développement des politiques d'accès libre aux images satellitaires, notamment via le programme Copernicus et les images Sentinelle, ont permis d'augmenter les bénéfices de l'utilisation de ces données. Donc, notamment avec le programme Satellite Sentinelle, qui ont généré des bénéfices économiques annuels entre 19 et 33 millions d'euros ces dernières années. Donc, il existe différents critères de différenciation des données. Donc, il y a le fournisseur de données, qui soit privé ou public. Donc, en privé, en France, on a essentiellement Airbus. Et en public, on utilise aussi on utilise essentiellement les données via Copernicus, les données Sentinelle. La résolution, ça détermine la taille du plus petit objet observable sur la photographie. Donc là, j'ai mis des exemples. Pléiade Neo a une résolution de 30 cm, Pléiade 50 cm et Spot 1,5 m. Et au niveau des images Sentinelle, ça commence environ à 80 mètres de résolution. Au niveau de la revisite, donc c'est le temps nécessaire pour que les satellites repassent au-dessus d'un même point. La largeur de Fauché, donc ça correspond à la portion de la Terre qui est observée par le satellite en une prise. Et le mode d'acquisition, donc c'est ce qui permet de faire de la programmation ou pas. Est-ce qu'on peut choisir le moment où sont acquises les photos ou non. Donc au niveau des satellites Copernicus, par exemple, c'est compliqué de faire de la programmation, alors qu'au niveau des satellites Pléiade ou Spot, c'est beaucoup plus facile. Donc, il existe différentes initiatives qui favorisent l'utilisation des données satellitaires. Donc, le programme Copernicus dont je vous parle depuis le début, donc le programme de l'Agence spatiale européenne qui propose des données, aussi des services de traitement des images satellitaires sur une base ouverte, vraiment sur une politique d'accès aux données. Il y a aussi le programme Dynamis, qui est très utilisé par les institutionnels parce que ça permet un accès facilité à des images de haute qualité, donc notamment pour les projets publics et scientifiques. Donc, en effet, il propose un quota gratuit d'images qui est environ entre 3500 et 4500 km² par an. Et au-delà, il est possible d'acheter des images, donc les images Pléiade que je vous ai montrées avec une résolution de 50 cm, les archives sont à 1,40 € du km², la programmation à 1,80 €. Donc on peut comparer dans acteurs privés, autre utilisation. Là, elles sont à 17 € le mètre carré pour des archives et à 31 € du km² en programmation. Donc on peut voir que le système Dynamis, ça permet vraiment de réduire les coûts. Et c'est pareil pour les données spot. Donc, c'est un peu différent parce que ce n'est pas des images qui sont acquises, mais c'est des signaux de télémesure. Donc, il n'est pas possible d'avoir des images plus petites que 3600 km² environ. Et du coup, pour y avoir accès, c'est des plus grandes images. Mais si on ramène au coût au kilomètre-carré, c'est pour de la programmation, c'est à peu près 50 centimes du km², alors que pour les acteurs privés, ils payent à peu près 6,90 € pour avoir accès à ces images. Alors, il y a d'autres initiatives que vous pouvez retrouver sur le site Applisat d'enregistrement financière. Donc, vous avez des vidéos de présentation de ces initiatives, donc, si vous voulez vous informer. Alors là, j'ai regroupé les avantages de l'utilisation des données satellitaires. Donc, c'est pas du tout exhaustif, il en existe plein d'autres, mais c'est vrai qu'on a une consultation libre et ouverte et une gratuité d'accès aux données, notamment avec les programmes Copernicus et aussi l'équivalent américain Landsat.
on a une réduction des coûts opérationnels, ça peut réduire les coûts en comparaison des analyses terrain, par exemple, et des gains de productivité avec l'automatisation des procédés. On a une actualisation facile, une couverture étendue, suivi de l'évolution. Donc, tout ça, ça répond à des bénéfices environnementaux. On a une optimisation de la lutte préventive. Donc, Anthony va pouvoir vous présenter ça, notamment avec la détection des dépôts sauvages. On a un accès simple et des méthodes reproductives. Donc, c'est vrai que c'est facile à partager avec des méthodes faciles à partager et à étendre, une transférabilité et une analyse historique. Au niveau des limites, comme on l'a vu, les coûts des images haute résolution, grâce à Dynamis, cette limite est moins embêtante aujourd'hui, mais c'est vrai que si on acquiert si on veut acquérir une grande surface et assez fréquemment, ça correspond quand même à un coût assez conséquent. On a la disponibilité et qualité des images, donc ça dépend aussi de la couverture nuageuse au moment de la prise de la photo. Ça peut être un petit peu compliqué. Donc, précision et résolution. Donc, c'est vrai que si on veut des images précises au centimètre près, les données satellitaires ne permettent pas encore d'avoir cette précision. Compétences et ressources nécessaires, c'est l'idée qu'il faut si on veut faire du traitement d'image, il faut quand même avoir du personnel qualifié, il faut avoir du personnel qui ait des compétences notamment en géomatique. Et c'est le temps de calcul de certains traitements d'image peut être un peu long. Donc, au niveau des limites environnementales, c'est plus la pollution lors du lancement des satellites et aussi notamment le stockage des données. Et aussi, on a la limite accessibilité, ça reprend un peu la partie compétences et ressources nécessaires. C'est l'idée que ça peut être difficile de s'approprier la méthode quand on n'est pas connaisseur. Il faut coupler à d'autres données. Donc ça, je reviendrai sur ce point après, ça peut être utile de compléter les données satellitaires avec des données plus fines, donc que ce soit par drone ou par avion, qui ont une meilleure résolution notamment. Et l'appropriation de l'outil, ça peut être difficile de la diffuser autour de nous. C'est vrai qu'il faut une prise en main pour adopter les données satellitaires. Donc, au niveau du stockage des données satellitaires, on a vu ces dernières années une augmentation des volumes de données. Donc, plus la résolution est importante, plus la résolution est précise, plus les fichiers sont lourds. Et c'est vrai qu'on a vu, par exemple, dans la série Landsat, donc c'est les satellites américains pour les premières années des satellites Landsat, donc du Landsat 1 à Landsat 5, on était sur des données environ de 100 MO pour une archive. Et aujourd'hui, on a 1,8 giga, donc ça montre vraiment l'augmentation. Et avec cette augmentation, pose un souci de stockage des données, notamment du coût de stockage, puisqu'on peut trouver des alternatives des alternatives externes qui peuvent aller jusqu'à 1 000 € par mois. Mais il faut savoir que la direction du numérique propose des solutions d'hébergement et il suffit de payer un coût de main-d'œuvre de 500 €. Et après, à chaque nouvelle main-d'œuvre, il faudra rajouter un coût de 500 €. Mais c'est vrai que c'est très intéressant pour avoir du stockage à moindre coût. Donc là, c'est au niveau de la complémentarité des modes d'observation. Donc, si on veut une résolution vraiment centimétrique, le drone est une alternative très intéressante. Donc, au niveau du coût, j'ai pris le coût de DDT, mais j'ai considéré que la durée d'amortissement du drone était de 5 ans, mais elle peut être plus longue. Et ça comprend les formations, l'achat du drone, s'occuper de la législation, de l'assurance, des logiciels de traitement d'image. Et donc, ce qu'il faut savoir juste avec le drone, c'est que la législation peut être assez restrictive. C'est vraiment pratique quand on veut des détails au centimètre près. L'avion, c'est une bonne alternative entre les deux. En plus, l'IGN propose une couverture gratuite de la France tous les 3 ans. Quand on veut de la précision entre celle du drone et entre celle du satellite, ça peut être très intéressant. Il faut compter si on fait ça, si on veut une couverture plus
plus régulière que celle faite par l'hygiène. Il faut compter en métropole à peu près 30 € du kilomètre carré. Sinon, on a le satellite. Donc, si on passe par Dynamis avec une précision de 30 cm, on peut avoir à peu près, c'est encore en cours de négociation, mais pour Pléiades Néo, idéalement, ce serait 10 € du kilomètre carré. Mais après, c'est sûr que si on passe pour du privé, ça augmente beaucoup plus. Ça peut aller jusqu'à 50 € du kilomètre carré, voire plus. Donc là, je vais laisser la parole à Anthony. Donc, juste pour vous mettre un peu dans le contexte, donc, je me suis intéressée à un cas pratique donc, qui porte sur la détection des dépôts sauvages de déchets. Il faut savoir qu'il y a à peu près 1 million de tonnes de déchets qui sont abandonnés par an en France, donc avec des impacts sur l'environnement et la santé publique. Et la gestion et les traitements des déchets, ils sont régis par le Code de l'environnement. Et donc, la responsabilité des dépôts sauvages sont sous la responsabilité du maire et les décharges illégales sont sous la responsabilité des préfets. Donc là, je vais laisser Anthony vous en dire un peu plus sur la méthodologie de détection. Parfait, merci beaucoup. Bonjour à tous, je vais partager l'écran. C'est bon? Vous m'entendez bien? Parfait? Ok, ça marche. Donc, bonjour à tous. Ok. Anthony Gravine, donc je suis le président et cofondateur de Dizitech. Dizitech qui a pour mission de lutter contre les atteintes à l'environnement et le changement climatique, et on le fait principalement en exploitant l'imagerie satellite avec beaucoup d'intelligence artificielle vu la masse de données, et encore plus, comme le disait tout à l'heure Ambre, avec les résolutions importantes auxquelles on accède aujourd'hui et la multiplication des pixels. Donc nous, en fait, on vient juste de l'observation de l'espace, on a travaillé sur des exoplanètes et on a commencé notre aventure sur l'observation de la Terre pour résoudre des problématiques environnementales début 2021. Et donc on a voulu s'attaquer à un premier problème. En fait, il se trouve qu'au travers de discussions avec des maires du Val d'Oise, j'ai pris la décision qu'on travaille sur la problématique des dépôts sauvages et des décharges illégales. Donc, il y a bien ces deux notions dans le périmètre. Un dépôt sauvage, c'est plus quelque chose qui n'est pas vraiment organisé. C'est des particuliers, des artisans, des gens qui veulent se débarrasser de leurs déchets sans aller à la déchetterie. Donc, ils les jettent dans la nature comme ça. Et de l'autre côté, vous avez les décharges illégales. Là, ça relève plus d'une organisation entre des parties, qu'on appellera criminelles, qui tentent de faire de l'argent, et beaucoup d'argent, en soustrayant du coup les déchets du circuit légal. Donc, ils s'organisent ils exploitent des terres, il y a des logisticiens, il y a des donneurs d'ordre, il y a des gens qui enfouissent les déchets, etc. Et donc, les deux choses sont importantes évidemment à adresser. Donc, comment on a voulu prendre le problème? On a décidé de structurer le projet autour de deux volontés. La première, c'est d'essayer de fournir une vision quasi exhaustive de la situation. Ambre a dit qu'on estime que c'est 1 million de tonnes de déchets qui sont déversés dans la nature chaque année. En réalité, on a extrêmement de mal à pouvoir consolider ces informations, puisqu'on n'a pas accès à une data très précise qui nous dise quelle est la comptabilité sur les dépôts, leur volume, leur surface, etc. Donc, on voulait déjà résoudre ce premier point et essayer d'apporter une lecture quasi exhaustive de ce phénomène sur le terrain. On verra ce que ça donne en termes de solutions. Ensuite, on voulait aussi apporter des capacités de détection au plus tôt. Et effectivement, l'observation de la Terre nous ouvre une perspective d'observation par le dessus, donc qui complète l'observation terrain. Et donc, l'intérêt, c'était de pouvoir essayer de détecter le début d'activité illégale le plus tôt possible, parce qu'on sait que jusqu'à présent, il peut se passer plusieurs mois entre le début d'une activité illégale et le moment où on s'en rend compte. Et entre les deux, la situation est devenue vraiment catastrophique et les maires le savent. Et on fait face à des milliers, des dizaines de milliers de mètres cubes de déchets pour lesquels il devient extrêmement compliqué de trouver une solution de financement. Et le troisième point qu'on voulait apporter aussi, c'était voir si on pouvait développer des nouvelles synergies, des nouvelles formes de collaboration entre les acteurs qui sont concernés. Ils sont nombreux, il y a les maires, les EPCI, les gendarmes, la police, l'ADREAL, le département, etc. etc. Donc, on avait cette volonté de faire ce projet et on avait plusieurs challenges à adresser. Donc, le premier, c'était qu'il n'y avait pas de jeu de données. Concrètement, il n'y a pas de jeu de données sur la partie dépôt sauvage avec des images prises avec différents types de satellites pour pouvoir entraîner un modèle de deep learning ou d'IA. Le deuxième problème, c'était qu'est-ce que réellement on met derrière la qualification de dépôt sauvage, jusqu'où on va dans l'identification des dépôts sauvages, et ça peut inclure justement de visualiser des choses qui se passent dans des propriétés privées, sachant qu'on ne fait pas ce qu'on veut dans nos propriétés privées, on ne peut pas accumuler des déchets. Il y avait aussi la notion de sensibilité, c'est-à-dire à quel niveau
on souhaite détecter ces dépôts sauvages. Si on prend l'extrême, ça pourrait être le mégot. Ensuite, il y a le sac poubelle. Donc, il faut situer la frontière dans le niveau de détection. La troisième problématique, c'est la problématique d'apprentissage. Parce qu'une fois qu'on a résolu le principe du jeu de données, il faut entraîner un modèle de deep learning pour qu'il arrive à détecter les dépôts sauvages. Et le problème qu'on avait, c'est que les dépôts sauvages, et fort heureusement, ce n'est pas une des classes de la couverture des sols de l'IGN ou du Corine Land Cover, c'est plutôt proche d'une détection d'anomalies. Pourquoi? Parce que nous, on l'a calculé, ça représente moins de 1 pour 1000 sur nos territoires. Donc, en fait, vous avez vraiment cette notion d'anomalie et c'est extrêmement compliqué pour un modèle quand il est face à une anomalie comme ça parce que sa tentation, c'est de dire 100% du temps non et j'ai rien trouvé. Et donc, du coup, il a une précision qui est bonne puisque au-delà de 99,99%. Et ensuite, le dernier point, c'était comment on détermine l'unicité des piles. Comment on détermine un dépôt sauvage? Est-ce que c'est un agrégat d'un ensemble de dépôts qui sont répandus sur 100 mètres carrés? Est-ce que dès lors qu'on a un petit dépôt et qui est distant d'un autre dépôt de 10 mètres, est-ce qu'on compte 2 dépôts? Donc ça, c'est les problématiques auxquelles on devait s'attacher. Donc du coup, la solution adoptée sur ces différents sujets, donc pour la possibilité de fournir une vision quasi exhaustive du phénomène sur le terrain, on a fait le choix dès le départ de prendre de la donnée commerciale, donc payante, mais c'est la seule globalement qui permet d'avoir une résolution qui nous permet d'atteindre cet objectif. Donc nous, on a pris évidemment le dispositif Dynamis et donc Pléiade, donc qui nous offre une résolution à 50 cm, même si aujourd'hui on est en train de travailler en complément et avec l'horizon de l'intégration de Pléiade Néo dans Dynamis, on travaille sur une solution Pléiade Néo aussi. Donc, du coup, ça nous permet d'aller chercher des trucs, des événements à partir de 4 mètres carrés dans une bonne configuration faux positif, faux négatif. Le deuxième point pour la détection au plus tôt, c'est qu'il fallait faire le choix d'une revisite fréquente. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir intervenir sur nos territoires et regarder nos territoires très régulièrement. En l'occurrence, pour le Val d'Oise, on essaye de programmer pour avoir au moins une image par mois. Alors, c'était plus difficile en 2024 et l'IGN le sait parce qu'on est face à des records de nébulosité depuis 12 ans, je n'ai jamais vu selon l'IGN. Mais donc, normalement, c'est plutôt une fréquence tous les mois. Et le troisième point pour les développer des synergies, ce qu'on voulait apporter sur la plateforme, c'est des outils de collaboration et on le verra juste après. Enfin, sur les challenges adressés, ce qu'on a fait pour le jeu de données, on a créé un jeu de données semi-artificiel qu'on a largement inspiré de nos travaux sur les exoplanètes pour lesquels il n'y avait pas de jeu de données non plus. Sur la qualification des dépôts sauvages, on a décidé d'avoir une sensibilité très élevée, donc 4 mètres carrés, je l'ai dit, sur la surface, mais aussi d'essayer de ramener le maximum d'éléments qui, pour nous, portent atteinte à l'environnement de manière générale, quitte à classifier ensuite et à mettre des filtres pour simplement s'occuper des dépôts sauvages. Et pour la problématique d'apprentissage, on a fait aussi une architecture IA à plusieurs niveaux, aussi inspirée des travaux qu'on a fait pour les exoplanètes. Je montrerai l'architecture juste après. Quant à l'unicité des piles, on a décidé de faire des clusters pour donner un identifiant unique sur les piles de déchets, donc les dépôts sauvages, en considérant que si on a 2 dépôts à 2-3 mètres de distance, on considère que c'est des dépôts différents. Donc, c'est une façon de travailler. Après, ça multiplie les dépôts, mais c'était pour éviter d'avoir des agrégations trop larges. Donc, l'architecture IA, rapidement, il y a deux étapes. On fait d'abord, sur la partie gauche, une segmentation sémantique niveau pixel, donc ce qui consiste à essayer de dire si oui ou non ce pixel est un pixel de déchet, donc qui vient avec un seuil de confiance. Ensuite, on fait des fils pour seuiller le seuil de confiance au-dessus de 50%, avec un nombre de pixels contigus supérieur à 10, et ça nous donne des candidats. À partir de ça, ces candidats passent dans un classifieur qui prend un contexte beaucoup plus large, un contexte géographique beaucoup plus large pour apprendre un peu les patterns sur la couverture et l'usage des sols qui environnent les dépôts sauvages, et à partir de là, on fait positif ou négatif. Donc, si on veut prendre un exemple de segmentation sémantique, là, sur la partie gauche, la colonne de gauche, vous avez 2 images différentes avec une représentation, en fait, une vue du ciel de dépôts sauvages. Donc, j'ai pris volontairement des cas qui sont assez grands sur le terrain pour qu'on puisse les visualiser correctement. Donc là, on se retrouve avec 2 zones de déchets principales. Et ici, on se retrouve avec des déchets qui sont plus ou moins dans la nature, mais qui sont visibles depuis le ciel. Évidemment, tout ce qui est en dessous des arbres, avec un feuillu important, est occulté de l'observation. Et ici, vous avez la segmentation sémantique avec un code couleur qui représente le seuil de confiance de la segmentation sémantique sur les déchets identifiés.
Et derrière ça, du coup, on passe un classifieur qui va nous dire « Ok, ça, c'est un dépôt sauvage ou non, ou pas réellement ». Ici, on a une illustration sur enfin, c'est pour ça qu'on a parlé de 4 mètres carrés à l'époque, parce que quand on avait fait l'expérimentation dans la région PACA, on avait identifié un point sur lequel une personne de la région sud est partie vérifier, et donc il a pris la photo, et donc il s'agit de ce matelas qui fait a priori 4 mètres carrés. On a aussi rencontré des exemples de faux positifs, et notamment dans la région PACA, parce qu'il y a un sol argilo-calcaire. Donc, c'est intéressant aussi de se dire que la difficulté, elle est aussi à la hauteur des types de sols qu'on a. Et donc, tout ça sont des exemples de faux positifs identifiés à l'époque, au début de l'expérimentation, qu'on a résolus ensuite, mais qui montrent quand même des patterns qui sont confusants par rapport à ceux qu'on a l'habitude de voir sur les déchets du bâtiment. Donc, maintenant, on va regarder la plateforme. Donc la plateforme, là c'est une illustration avec l'ensemble des points, donc elle est disponible à la fois sur un site web sécurisé, mais aussi sur application mobile, ce qui présente l'intérêt de pouvoir naviguer directement vers un site en particulier. Et donc ça c'est très pratique. Voilà, donc je vais switcher sur l'application. Donc une fois qu'on est connecté, je passe les étapes, on arrive donc sur une vision au niveau de l'ensemble des piles qui ont été identifiées. Donc là, pour ceux qui connaissent, pour connaître le Val d'Oise, on a deux menus. Un menu droit qui nous permet de filtrer justement sur les dépôts en fonction de leur statut, qui permet de mettre une couche satellite ou des cadastres, etc. On a aussi ramené tout ce qui est installation classée pour la protection de l'environnement, comme ça on calcule la distance aux ICPE les plus proches. On a ramené aussi Citadel avec les permis de construire, permis d'aménagement, permis de démolir, parce que progressivement on s'intéresse à la corrélation spatio-temporelle qu'il peut y avoir entre l'attribution des permis et la conséquence en termes de dépôts sauvages et des charges illégales, même si ce n'est pas des analyses qu'on a encore produites aujourd'hui. On est fort de 5000 exemples de dépôts sauvages accumulés sur le temps en 2 ans et demi d'existence. Et puis on a ramené aussi les tronçons hydrographiques parce qu'on veut calculer la distance au cours d'eau le plus proche pour permettre de prioriser les actions, notamment lorsque les dépôts sont proches des cours d'eau. Donc si on zoome, on commence à voir la configuration des dépôts sauvages au sol. Donc, en fait, on voit la couverture de la prédiction d'intelligence artificielle au sol. Donc, quand je parlais de cette histoire de rapprochement ou pas, effectivement, nous, on a choisi de créer autant d'identifiants de piles qu'on avait de dépôts qui étaient plus ou moins proches les uns et des autres. Effectivement, ça a une tendance à multiplier les dépôts tels qu'on peut le voir là sur l'image. Donc, nous, l'intérêt, c'était donc de créer un identifiant unique sur la pile qui nous permet ensuite de ramener la commune, de ramener la parcelle cadastrale, de calculer la distance à l'ICPE la plus proche, la distance au cours d'eau le plus proche, d'avoir un cycle de traitement des données, de calculer les volumes et les surfaces selon les observations. Alors, au début, on calculait que les volumes, mais depuis, on calcule les surfaces aussi. Et d'avoir un espace, on verra tout à l'heure, pour attacher des documents ou pour discuter avec des tiers. On peut aussi afficher les vignettes qui ont permis de prendre la décision. Donc ça, on va l'agrandir dans le temps parce que Airbus nous autorise à afficher des images, des vignettes de 2048 pixels par 2048 pixels. Là, on a fait plus court, on les affichera différemment. Donc ça permet de voir un peu qu'est-ce qui a fondé la décision pour l'IA. Donc c'est une perspective intéressante. Je vais faire un zoom out pour montrer encore 2-3 points. Donc là, si on va sur une pile qui a été renseignée, donc on a quelqu'un qui est passé, qui a mis son commentaire sur l'état du dépôt sauvage une fois qu'il avait été visité. Donc là, c'est une photo qui a été prise au sol qui montre l'étendue du problème. Et on est dans une zone un peu boisée, mais quand même assez découverte, ce qui nous a permis quand même de la détecter. On a d'autres, donc les plus actifs, on pourra en parler sur le retour d'expérience, mais les plus actifs, c'est quand même la gendarmerie aujourd'hui qui ont considéré que c'est un outil d'alerte par rapport à des informations dont ils ne disposaient pas jusqu'à présent. Donc voilà, donc on peut charger les photos. Voilà le commentaire, un premier dépôt datant de plusieurs mois, dépôt incendié le dimanche 15. Donc là le risque qu'ont vu apparaître les gendarmes, c'est que
Du coup, comme ils fouillent dans les dépôts pour essayer de rechercher des traces ou des factures, le risque que ça soit que les gens qui jettent les dépôts sauvages commencent aussi à les brûler. Et vous l'avez vu sur la photo, c'est proche d'un environnement forestier. Donc, il peut y avoir un risque supplémentaire sur l'environnement qui pourrait être des départs de feu sur la forêt en cas de sécheresse importante. Voilà, et puis après, on a d'autres filtres qui permettent de filtrer selon les dates d'observation. Donc, on en a quelques-unes, de filtrer par volume, la distance maximale au cours d'eau, puis on peut rajouter un ensemble de couches pour filtrer uniquement sur les dépôts, sur certaines EPCI, etc. Donc, je vais repasser sur la présentation pour finir. Donc ici, on a voulu illustrer un peu une heatmap sur la densité. Donc on fait une grille de 2 km par 2 km, on agrège les comptages de piles au sein de ces éléments. Donc on voit des concentrations très fortes qui correspondent aux régions de Cergy et les régions assez plus urbanisées du nord de Paris et peut-être pas très loin du Grand Paris d'ailleurs. Ici, on a voulu illustrer avec un GIF l'apparition et la détection des dépôts sauvages au fur et à mesure des différentes observations. Donc là, ce dont on se rend compte, et c'est important à considérer dans le cadre de Dynamis, c'est que nous, on fait une programmation pour avoir le Val d'Oise tous les mois, par exemple. Mais Airbus n'est pas toujours en mesure d'acquérir l'intégralité du Val d'Oise tous les mois. Mais par contre, on ne se limite pas. On n'attend pas d'avoir l'intégralité du Val d'Oise. Donc, dès lors qu'il y a des tuiles qui sont disponibles, elles sont transmises à l'IGN, qui les processe et qui nous les met ensuite à disposition pour qu'on puisse appliquer nos algorithmes d'IA dessus. C'est pour ça que parfois, il n'y a qu'une partie du Val d'Oise qui est disponible sur une observation. Ensuite, il y a cette map-là qu'on a construite en relation donc, avec la carte IGN d'occupation des sols à large échelle, à grande échelle, pardon. Donc ici, on va retrouver l'ensemble des points. Donc les points rouges sont les piles de déchets. Et on a choisi la zone construite parce qu'on a trouvé qu'il y avait une corrélation assez intéressante. Donc la zone construite, c'est au niveau de la couverture des sols, l'ensemble des zones bâties, plus la couverture, les usages des sols, l'ensemble des zones adjacentes sur certains usages des sols. Et on voit quand même qu'il y a une concentration en périphérie de ces zones bâties, des dépôts sauvages, voire des décharges illégales, et qui nous montre quand même qu'il y a une forme de corrélation entre ces éléments de couverture des sols et la présence des dépôts sauvages. Donc, à suivre prochainement, c'est comme je disais tout à l'heure, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on fait une analyse avec Citadel et la base des ICPE pour commencer à identifier des corrélations spatio-temporelles entre ces événements. Et ensuite, l'idée, c'est de créer un modèle machine learning pour prédire les activités illégales en fonction des permis, de la répartition des zones de collecte, du réseau routier, etc. Donc, si on reprend aussi l'OCS de l'IGN Val d'Oise 2021, sur les usages, on voit la répartition des piles majoritairement sur des zones agricoles, mais aussi en production secondaire, tertiaire, usage résidentiel, en sylviculture, usage résidentiel, sur le réseau routier. C'est pour ça que ça intéresse aussi particulièrement le département qui a la responsabilité du réseau des routes départementales. Ici, donc, on voit la répartition rapide des couvertures, en tout cas des emplacements des dépôts sauvages. Quel est le retour d'expérience aujourd'hui sur la partie coût? Donc, il y a le dispositif Dynamis qui est clé, comme l'a dit tout à l'heure Ambre, qui nous permet d'accéder à des coûts moindres. Donc, Dynamis, il faut savoir que c'est une prise en main assez facile. Il faut, pour un acteur public, donc c'est réservé aux acteurs publics, envoyer un dossier, puis après, on a accès à la plateforme. En général, nous, on assiste les acteurs publics pour la création du dossier, mais aussi après pour la programmation, parce que la programmation, il faut faire des répétitions, il faut faire des choix sur la couverture nuageuse, il faut faire des choix sur l'angle d'analyse du satellite par rapport au sol, etc. Donc, on assiste là-dessus. Derrière, on a un service hygiène de qualité donc, qui collecte, Airbus, une fois qu'il a fait ses acquisitions d'images, en tout cas pour Pléiade, il les transmet à l'hygiène, qui fait un certain nombre de traitements, dont le traitement d'orthorectification, et qui livre les produits pour qu'on puisse travailler dessus ensuite. Donc, en coût, Ambre en a parlé, mais je pense que c'est important par rapport au use case de le situer. Nous, notre use case, c'est un peu la double punition. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de monitorer, de surveiller des surfaces très étendues. Donc, bon, le
Val d'Oise, c'est un petit département, mais ça fait quand même 1300 km² environ. Et puis, il faut aussi qu'il y ait des revisites importantes, parce que ce n'est pas simplement de la couverture du sol une fois par an ou une fois tous les 3 ans. Nous, ce qu'on veut, c'est capturer le maximum d'événements avec un cycle temporel réduit. D'où l'idée de chercher une image une fois par mois. Donc, c'est la double punition, parce que comme l'image, c'est un prix au kilomètre-carré, vous faites surface fois revisite, fois le prix, et ça vous donne le potentiel budgétaire dans l'année. Donc, 1,8 € km² en mono. On fait du stéréo aussi, enfin, ils font du stéréo aussi, c'est important pour d'autres use cases, c'est le double, c'est 3,6 €. Donc, du coup, on peut considérer pour le Val d'Oise, hors quota de gratuité, ça représente, avec 10 acquisitions par an, environ 20 € par kilomètre-carré par an, hors service des sociétés qui s'occupent de ça. Mais la chose qui est importante à comprendre, c'est que ce coût d'image, il est hautement amortissable. On a des opportunités d'amortissement importantes parce que dès lors que vous avez fait l'acquisition d'images à 50 cm ou demain, rapidement, je l'espère, avec du 30 cm qui va nous permettre d'atteindre des niveaux de détail 4 fois supérieurs, on va pouvoir vraiment réfléchir à des cas d'utilisation extrêmement importants. Donc déjà, de fait, vous pouvez imaginer faire votre couverture et l'usage des sols mis à jour de manière régulière, donc peut-être 3 ou 4 fois par an, si c'est utile. Vous pouvez aller chez l'évolution de votre vert, trame bleu. Je mets Pléiade Neo à venir parce que Pléiade Neo propose des nouvelles bandes, et notamment la bande Deep Blue, qui permet de voir un peu en profondeur et de comprendre un peu ce qui se passe dans l'eau. Donc ça va être des perspectives extrêmement intéressantes avec l'arrivée de Pléiade Neo. On peut comptabiliser les arbres et même par espèce pour approximer des variables sur le bilan carbone. On peut mapper les haies, les arbustes et les forêts, mesurer du coup les coupes et les déboisements. Alors ça, typiquement, c'est ce qu'on fait aujourd'hui dans le cadre du canal Seine-Europe, pour lequel on a été mandaté pour mesurer les avancements du chantier. Donc, on le fait en Pléiade stéréo, mais aussi mesurer les impacts environnementaux. Et ça nous a demandé de créer une map très précise d'identification du couvert forestier, des mètres linéaires de haies, des arbustes, et de fait, à chaque fois qu'on fait des observations, on est capable de faire des différences pour mesurer justement les effets du déboisement, parce qu'ils ont besoin de reporter sur leurs impacts environnementaux. On peut aussi créer des cartes précises qui vont montrer l'évolution de l'imperméabilisation des sols et donc permettre à des décideurs d'améliorer la gestion de l'eau et le développement urbain durable. On peut aussi aller détecter des activités illégales, donc on est dessus, sur le côté foncier légal, les épaves, les casses illégales, enfin tout ce qui porte de manière générale atteinte à l'environnement. Et donc, dernier point quand même, parce qu'il y a un mais quand même dans l'histoire, c'est le revers de la médaille du dispositif d'incitation Dynamis, c'est que aujourd'hui… Bonjour Jean. Ouais, donc Dynamis, c'est bien, parce que franchement, déjà le dispositif est de qualité. Il y a l'IGN qui assure la qualité. On a les satellites d'Airbus enfin Pléiade et Pléiade Neo, demain Pléiade Neo, qui sont vraiment au top de ce qu'on peut faire sur de la très haute résolution. Donc il n'y a pas de sujet là-dessus. Le problème, c'est que du coup, comme on paye quasiment 1/8 ou 1/10 du prix de l'image, on est habitué à acheter une image qui n'est pas à sa juste valeur. Et donc ça, c'est un piège parce que ça nous empêche de réfléchir à accéder à des images à leur juste valeur. Et le problème que ça pose, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, la bande passante de Dynamis, elle est limitée par le fait qu'il n'y ait que 2 satellites qui soient disponibles en très haute résolution, en l'occurrence les 2 Pléiades. Demain, il y aura les 2 Pléiades Neo, ça nous fera 4 satellites. Et les problèmes qu'on a rencontrés cette année, c'est que du coup, il y a du monde qui consomme ces données et parfois la bande passante est utilisée. Si on prend le cas de cet été, elle est utilisée pour les Jeux Olympiques qui étaient prioritaires, avant, pendant et peut-être un petit peu après. Donc du coup, ça baisse la capacité à acquérir des données. Il y a aussi tous les 3-4 ans un dispositif européen qui consiste à essayer de prendre la couverture, de faire la couverture des sols à l'échelle européenne. On parle de 10 millions de km² en très haute résolution tous les 4 ans. Et donc ça tombait cette année, par exemple. Bref, il y a différents programmes comme ça qui peuvent saturer un peu la bande passante. Et le problème, c'est que comme on s'est habitué à payer une image 1/10 de son prix, on ne va pas aller chercher des capacités ailleurs qui sont 10 fois plus chères, mais qui pourraient être des options pour pouvoir assurer les use cases. Donc ça, c'est la contrainte que je vois aujourd'hui, ce côté, OK, on bénéficie de prix d'image extrêmement intéressantes, mais en contrepartie, on peut avoir une baisse de la fourniture des images qui peut pénaliser les use cases, notamment quand ils nécessitent beaucoup de revisites. Voilà. Merci beaucoup, Anthony. Donc, je vais reprendre la main. Je vais partager mon écran.
J'attends que ça charge. Ça marche. Vous voyez mon écran? Pas encore. Non, pas encore. Ok, c'est bon. Ok, donc là, c'était pour illustrer un peu ce que disait Anthony. Donc, il y a eu dans la région Provençale-Côte d'Azur un incendie sur un site de décharge illégale. Donc, j'ai pris ces chiffres vraiment juste pour une illustration parce que cet incendie il a eu lieu dans un entrepôt fermé qu'on ne pouvait pas voir de l'extérieur, que les images satellitaires ne pouvaient pas voir avant que ça déborde les déchets à l'intérieur. Mais c'est un des cas où on a vraiment des coûts pour savoir combien coûte en cas d'incendie d'une décharge. Donc là, on est entre 3 millions et 4 millions et demi d'euros, sachant que cette fourchette peut encore être sous-estimée. Comme vous le voyez, il y a plusieurs interventions qui sont non chiffrées. Et même sur les déchets encore sur le site, on est entre 150 et 250 euros la tonne pour l'enlèvement des déchets, sachant que l'ADEME a une moyenne de 900 euros par tonne. Donc même avec la fourchette haute, on peut rester encore en dessous des estimations. Et quand on voit qu'il y a des offres qui sont proposées à 20 euros du kilomètre carré de la détection, ça peut être très intéressant quand on voit ce que peut entraîner ce que peut permettre d'éviter en faisant une détection préventive. Donc, on peut économiser beaucoup d'argent. Et là, je vais vous présenter très rapidement, je vois que le temps passe, pour le cas pratique pour la détection pour le département de la Seine-et-Marne. Donc, il faut savoir qu'ils ont entre 800 et 900 tonnes de déchets collectés sur les 4000 km de routes départementales par an. Et le coût de résorption de ces déchets, c'est entre 800 000 euros et 1 million d'euros par an. Et donc, ils ont, avec une société différente de celle d'Anthony Graveline, effectué aussi une occurrence pour cartographier les déchets. Donc là, ils ont eu un total de 36 900 euros avec plus de 350 sites de dépôt identifiés en une occurrence. Et quand on voit que le coût annuel de résorption des dépôts est entre 800 000 euros et 1 million d'euros, ça peut être intéressant d'utiliser des méthodes pour vraiment limiter la propagation des dépôts. Et donc là, c'est une petite évaluation. Donc, je vais reprendre un peu les points qu'a dit Anthony, mais ça permet une amélioration de la productivité avec une automatisation des tâches, donc ça qui libère des moyens humains pour d'autres tâches ou même pour encore travailler sur la détection des dépôts. Ça a un effet dissuasif parce que plus on enlève de manière précoce les dépôts, moins les malfaiteurs sont encouragés à réitérer leur opération, parce que c'est ce qu'on nous a dit, c'est s'il y a déjà un dépôt, les gens auront moins de scrupules à déposer leurs déchets au même endroit. Donc, si on enlève de manière précoce, ça peut limiter les dépôts. Donc aussi, ça entraîne une gestion proactive des risques environnementaux, comme le disait Anthony, quand les dépôts sont proches de cours d'eau, d'habitation, s'ils sont proches de forêts avec des départs de feu. Ça participe à l'appui à la prise de décision politique. Donc, toujours comme le disait Anthony, ça permet d'effectuer des corrélations spatio-temporelles. Ça permet aussi d'en faire des déductions. Si on voit que des nombreux dépôts sont dans une dizaine de kilomètres carrés, une dizaine de minutes des déchetteries, on peut en déduire que le problème, ce n'est pas le manque de déchetterie, mais plutôt un problème de coût, parce que les déchetteries sont à proximité, c'est que les usagers veulent moins payer. Et c'est vrai que ça permet aussi de partager les actions par les différents acteurs. Donc, il y a la gendarmerie qui s'est saisie de cet outil, il y a l'OFB, il y a l'ONF, il y a les DREA, il y a les DDT. Donc, il y a vraiment beaucoup d'acteurs. Et je vais terminer là-dessus. Donc, je voulais vous remercier d'avoir été attentifs. Et si vous avez des questions, je vous laisse contacter Audrey Pellet, dont l'adresse est présente ici. Et si vous avez des questions à poser maintenant, n'hésitez pas, que ce soit pour Audrey et moi ou pour Anthony.
Dans le chat, il y avait une question sur la différence entre un dépôt sauvage et une décharge illégale. Anthony l'a présenté un peu, mais hein, si tu veux redire la différence entre les deux. Oui, donc les dépôts sauvages, c'est vraiment l'abandon de plus petits dépôts et c'est pas organisé, c'est ponctuel, alors qu'une décharge, c'est vraiment un réseau organisé et payant. Donc là, et aussi, c'est une idée de volume. Donc, c'est défini les décharges comme des installations professionnelles dont l'autorisation ICPE, donc ICPE, installation classée pour la protection de l'environnement, fait défaut. Donc, je ne sais pas si c'est assez clair ou si vous voulez qu'Anthony ou moi reprécisons. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, bah, si vous n'avez pas d'autres questions, on va vous libérer. Merci beaucoup à Anthony de nous avoir présenté la plateforme DesigTech. Merci Ombre. Et merci d'avoir participé à ce webinaire. Bonne journée. Merci Aurélien. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir.